Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Parole Libre, le rendez-vous de l'AFPOLS accessible en ligne avec des entretiens sur l'habitat de demain, sur ses enjeux, ces rendez-vous avec l'actualité. Parole Libre qui propose donc chaque mois à des personnalités, acteurs du logement, dirigeants d'organismes, chercheurs et universitaires, concepteurs, architectes et élus. C'est le cas aujourd'hui, donc, ces échanges. Et nous avons effectivement le grand plaisir d'accueillir Madame Dominique Estrosi-Sassone. Bonjour Madame. Bonjour. Et bienvenue ici. Vous êtes sénatrice des Alpes-Maritimes, présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat et secrétaire générale de la Fédération des OPH. Et vous êtes également, je le précise, encore conseillère municipale dans votre ville de Nice, où vous avez longtemps été en charge du logement et de l'urbanisme, de la rénovation urbaine. C'est dire que vous connaissez bien les sujets dont nous allons parler. Vous êtes également à Paris, peut-être pour le 105e congrès des maires. Il ferait-vous un saut, je pense, des maires de France, qui est actuellement en cours à Paris. Ma toute première question, avant d'en venir bien sûr aux travaux du Sénat et au rapport qui vous a été confié, si l'on fait avec vous un premier bilan de cette année 2023, on en entend beaucoup parler, c'était le cas évidemment au Congrès, il y a peu de semaines, d'une crise du logement sans précédent. Vous aviez déjà entendu parler de crise de logement sans précédent, ou bien celle-ci vous paraît quand même particulièrement sévère ? Alors, je ne sais pas si on doit dire crise du logement sans précédent, parce que si, par exemple, on se réfère à l'hiver 54, c'était une crise du logement véritablement sans précédent, avec des conditions encore plus dramatiques. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, notre pays est de nouveau entré dans une crise du logement, une grave crise du logement, un petit peu comme nous l'avions connu en 1991, mais plus récemment en 2008, avec néanmoins, ce qui est nouveau, c'est que nous avons à la fois une crise sur le marché privé du logement, mais également une crise du logement social, une crise de l'offre et une crise de la demande. La crise du marché privé, essentiellement à travers la remontée des taux d'intérêt. Et l'on voit que quand les taux d'intérêt étaient faibles, ils ont contribué à l'envolée des prix de l'immobilier, qui a de fait amené à des réductions des surfaces, à des taux d'effort beaucoup plus importants et à étaler aussi des annuités d'emprunt, par exemple. Mais c'est vrai que ça fait quand même maintenant quelques mois, voire peut-être une année, où quand même des clignotants étaient déjà, je dirais, aux jeunes, en particulier dans le domaine du logement social, où nous voyons dans nos territoires la liste des demandeurs de logements sociaux, malheureusement, ne cesser d'augmenter. Et nous constatons aussi, principalement dans les territoires tendus comme le mien, avec un taux de rotation dans le parc locatif social qui est de plus en plus réduit. Et donc, les taux d'intérêt sont une des raisons de l'envolée et de la crise du logement dans le marché privé, mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons. La hausse des coûts de construction, on le voit aussi à travers la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, avec la disparition à venir du Pinel. Enfin, autant de signaux qui nous laissaient à penser qu'il y aurait une crise du logement sur le marché privé et une crise du logement sur le marché locatif social, parce qu'on le voit, la solidarité, depuis 2017, a réduit considérablement les moyens financiers des acteurs sociaux et donc a généré cette crise du logement avec pratiquement plus de construction de logements sociaux, parce que aussi on fait beaucoup de logements sociaux dans les VFA, donc il y a ce lien qui est entre d'une part la crise du marché locatif privé et la crise du logement social. Donc autant d'indicateurs qui nous laissent à penser que cette crise du logement, elle est grave. Et qu'elle des n'est indicateurs, effectivement, comme vous venez de le dire, qui étaient déjà en place. On se souvient qu'en 2022, il y avait pas mal de signaux d'alerte. On alertait déjà là-dessus, mais je pense pouvoir dire que malheureusement, et je voudrais que le contraire puisse être prouvé, cette crise du logement, elle sera peut-être encore plus importante en 2024, en 2025, et même, on nous dit jusqu'en 2026, qui va être une année d'élections municipales, et on sait qu'au moment des élections municipales, pratiquement tout est à l'arrêt. Donc aujourd'hui, on vit encore sur une activité qui résulte de 2021 et 2022, mais je crains que dans les 3 années à venir, cette crise du logement ne cesse d'empirer.
avec des conséquences évidemment qui se feront sentir un petit peu partout. On va revenir sur tous les sujets que vous avez rapidement abordés, notamment l'artificialisation qui fait partie de votre rapport. C'est un des chapitres. Est-ce que vous avez le sentiment aussi d'une certaine instabilité peut-être du côté des pouvoirs publics en matière de logement? Bon, on change de ministre, on me dirait c'est assez courant, mais ça ne facilite pas les choses peut-être. Olivier Klein, remplacé en juillet par Patrice Vergrit. C'est un sujet, cela, ou pas? Alors moi, ce que je peux regretter, c'est qu'il n'y a pas jamais eu de ministre du logement avec un ministère plein et entier. C'est toujours un ministère qui est placé sous l'égide, en l'occurrence, du ministère de la transition écologique. Là, il se trouve qu'après Olivier Klein, on a séparé la politique de la ville et du logement. Pour ma part, je pense que c'était bien que d'associer les deux, politique de la ville et logement. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une politique du logement qui est quelque part à bout de souffle. Elle a été faite à partir de tuyaux et de différentes aides fiscales. C'est une politique du logement qui montre aujourd'hui qu'il faut qu'on change de paradigme. Je ne suis pas sûre que Emmanuel Macron, que le gouvernement et l'exécutif aient cette volonté de changer de paradigme parce qu'ils envisagent la politique du logement pour l'heure uniquement sous l'aspect réduction d'économies budgétaires. Or, on dit très souvent, en tout cas le gouvernement, l'exécutif, Bercy, oui, le logement coûte cher, sauf qu'on ne dit jamais que le logement rapporte aussi à l'État. On le voit, depuis 2017, c'est environ 42 milliards de dépenses, mais c'est aussi près de 70 milliards et plus récemment encore 90 milliards de recettes pour l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des marges de manœuvre pour mener une véritable politique du logement. Dans ces marges de manœuvre, il y a quand même, doit se poser la question, est-ce qu'on revient ou est-ce qu'on peut revenir sur la RLS? Il y a la question qui reste un gros sujet. Qui reste un gros sujet pour l'ensemble des acteurs et des bailleurs sociaux parce qu'on a ponctionné complètement leurs fonds propres. Et donc, si on ne leur redonne pas des moyens financiers, la possibilité d'avoir un autofinancement, ils n'arriveront pas à mener les deux de front, que ce soit la construction de nouveaux logements et bien évidemment la rénovation énergétique est un défi majeur à mener. Alors justement, sur le financement, qui est quand même évidemment le nerf de la guerre, je voudrais vous entendre sur ce qui est prévu dans le projet de loi de finances 2024, qui est en cours, comme on le sait, en discussion aujourd'hui à l'Assemblée. Il y a quand même eu 40 millions d'euros de crédits pour rénover. Je reste sur le logement social seulement. On peut en parler de manière plus globale des 450 millions de crédits de paiement. Mais sur le logement social, 40 millions de crédits pour rénover les logements sociaux. Et cela fait partie des amendements retenus par le gouvernement, puisqu'on sait qu'il y a eu l'utilisation du 49.3. Donc dans la deuxième partie du PLF 2024, ces amendements-là ont été retenus, rénovation d'ailleurs des logements sociaux, MaPrimeRénov', on peut y revenir aussi avec vous. Ce projet de loi de finances tel qu'il se présente pour le logement, vous l'avez déjà un petit peu dit, vous paraît, par rapport à ce que vous venez de dénoncer d'un désintérêt peut-être des pouvoirs publics, c'est quand même pas si mal, c'est une augmentation. Alors, nous, au Sénat, nous allons commencer l'examen du projet de loi de finances dès cette semaine. Ce que nous avons constaté, et la Commission des affaires économiques est saisie pour avis sur la mission logement, va donner un avis défavorable sur les crédits qui sont donc affectés à la mission logement. Pourquoi ? Alors, ce sont des crédits, effectivement, qui sont en augmentation, mais pourquoi ? Parce que nous considérons que les mesures ne sont pas à la hauteur, justement, de la gravité de la crise du logement que nous connaissons et que nous allons connaître. On voit bien que même si il y a une augmentation des crédits en matière d'APL ou en matière d'hébergement d'urgence, ces crédits, ils augmentent quand même moins vite que l'inflation. Ce sont des aides qui sont à destination des plus pauvres, des plus fragiles, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Et nous regrettons que là aussi, ça ne traduise pas la volonté de voir le logement comme étant essentiel, mais comme étant simplement une ligne budgétaire. L'aviez-vous estimé, cette somme ? On parle de ces 40 millions pour les logements sociaux. Est-ce non, pas directement. Il aurait fallu plus. Mais je pense qu'effectivement, compte tenu de la pauvreté qui ne cesse d'augmenter dans notre pays, du mal logement qui ne cesse de se développer, je crois qu'aujourd'hui, continuer à ne pas faire que nous réfléchissions en euros constants et que finalement les crédits n'augmentent jamais aussi vite que l'inflation est pour nous un mauvais signal qui est donné et des solutions qui ne sont pas de nature à pouvoir permettre
aux plus fragiles, aux plus pauvres, de pouvoir se loger. Et on voit que, bien évidemment, l'hébergement d'urgence continue à poser des problèmes, pas en tant que tel, mais parce que beaucoup d'acteurs, de collectivités sont un petit peu démunis en matière d'hébergement d'urgence. Et puis, il faut avoir le courage de revenir sur certaines mesures. Donc, c'est la raison pour laquelle on considère que même si les crédits sont en augmentation cette année dans le budget de logement, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux qui se posent à nous. Et aussi, en matière de rénovation énergétique, c'est déjà un pas qui est fait. Nous le préconisions. Ça, vous le reconnaissez, oui, nous le préconisions dans le rapport d'enquête que nous avons rendu à la fin du mois de juillet, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'est en capacité de faire. Oui. Le logement social. Les acteurs du logement social sont aujourd'hui prêts. Ils ont la volonté d'agir en matière de rénovation énergétique de leur parc. Mais qu'est-ce qui leur manque? Ce sont toujours les moyens financiers de pouvoir aller plus vite. Ils ne se sentent pas soutenus de votre point de vue ou pas suffisamment? Pas suffisamment. Une annonce a été faite par le ministre du Logement au moment du congrès de l'USH. Mais nous avons estimé dans notre rapport d'enquête que le mouvement social devait pouvoir bénéficier de 1,5 milliard d'euros d'aide par an pour justement accélérer cette rénovation thermique. Ils sont prêts techniquement. Par contre, s'ils n'ont pas les moyens financiers, alors les 400 millions supplémentaires, c'est déjà un bon pas, mais ce n'est pas à la hauteur de l'accélération de la rénovation énergétique des logements telle qu'elle doit être construite dans le logement social, d'autant plus qu'on peut penser que là aussi il y a un rôle important du logement social parce qu'il peut être à la manœuvre pour développer les réseaux de chaleur renouvelables. Nous avons préconisé un certain nombre de mesures, donc il y a un petit pas en avant, mais ce n'est pas suffisant au regard de la gravité de la crise du logement. C'est la raison pour laquelle on n'a pas donné un avis favorable au crédit du logement au Sénat. Juste un tout petit peu apprécié, mais pas suffisamment pour arriver au but que vous êtes fixé, enfin que se fixe évidemment le logement social. Alors avant d'en venir à ce fameux rapport, bien sûr, je sais que vous avez envie de le développer, nous aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de propositions. Je voudrais rester encore sur l'actualité des pouvoirs publics, la politique du gouvernement, avec cette future loi de décentralisation annoncée donc dans la politique du logement. Je voudrais juste préciser une actualité d'abord. Le 10 octobre, c'est assez récent, le Sénat, et vous étiez dans cette proposition, a adopté en première lecture une proposition de loi qui vise à renforcer effectivement le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux. Alors je le précise, c'était présenté par Madame Sophie Primas, une de vos collègues, et plusieurs autres d'ailleurs, mais vous en faites également partie, je crois même que vous étiez rapporteur. Voilà. Et ce texte a bien entendu été adopté au Sénat, il va être transmis à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il va devenir pour examen en première lecture? J'ose espérer que l'Assemblée nationale pourrait l'inscrire dans une de ses niches. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ça se produise, en tout cas dans des délais relativement courts. Nous, on a voulu prendre au mot, quelque part, le président de la République, qui, au moment des émeutes du mois de juin dernier, au fond, sur ce qu'elle avait réuni les maires, et sur l'ensemble du discours qu'il leur avait fait, il leur avait dit il faudra renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux. Et bien, dans cette proposition de loi, qu'est-ce que nous avons voulu montrer? D'abord que, de l'avis général, tout le monde s'accorde à dire que les maires doivent retrouver une maîtrise du peuplement et doivent voir leur rôle renforcé dans l'attribution des logements sociaux. Tout simplement parce qu'il en relève de l'acceptabilité du logement social. Il faut trouver consensus autour du logement social, mais que les maires se sentent aussi embarqués dans leur volonté de continuer à construire du logement social, y compris pour les publics les plus prioritaires. Sauf que, qu'est-ce qui peut faire qu'un maire ait la volonté de continuer à construire du logement social sur sa commune? C'est d'abord et avant tout pour pouvoir y loger ses propres administrés. C'est pas que l'on vienne imposer de force, quelque part, des personnes qui habiteraient à l'autre bout du département ou à l'autre bout d'une région et qui viendraient dans une commune dont ils ne connaissent aucune, ils seraient complètement déracinés. Donc c'est dire, le maire doit être le président de la commission d'attribution des logements sociaux. Quand la commission est intercommunale, c'est le président de l'intercommunalité. C'est la possibilité de donner au maire un droit de veto
par rapport à une proposition d'attribution à une personne, mais un droit de veto qui n'est pas discrétionnaire, qui doit être motivé. Et c'est aussi quelque chose qui se pratique déjà de fait, mais que nous avons voulu inscrire dans la loi, c'est que pour les premières attributions des résidences neuves, eh bien, le maire puisse récupérer le contingent qui est dévolu au préfet. Parce que nous pensons qu'ainsi, les maires seront plus directement acteurs et que véritablement, eh bien, ils auront aussi très certainement des DALO à pouvoir loger, mais peut-être des DALO qui se trouvent sur leur commune, et c'est aussi renforcer le rôle entre emploi et logement et développement du logement sur la commune dans laquelle se trouvent les emplois. On verra ce qu'il adviendra effectivement de cette proposition de loi qui va donc partir maintenant pour l'Assemblée nationale avec on verra les incertitudes que l'on connaît. Mais c'est quand même assez près de ce que propose le même gouvernement, puisqu'il y a eu ces rencontres qui avaient été organisées, je crois que c'était à la fin du mois de juin, par la délégation des collectivités territoriales à l'Assemblée nationale, où déjà la Première ministre on avait lancé ces idées-là. Et puis la Première ministre, donc c'était également en octobre, je crois juste après d'ailleurs votre proposition de loi, a lancé une concertation avec les élus des intercommunalités, justement, pour faire des propositions de décentralisation, en gros, confier davantage de responsabilités aux collectivités. Je la cite. Aujourd'hui, il y a des compétences qui sont partagées à la fois par le bloc communal, commune, intercommunalité, etc., par les départements et par l'État. L'objectif, nous dit Elisabeth Borne, est que l'on puisse simplifier tout ça pour faciliter la construction de logements et pour réduire également les prix. Elle n'est pas très loin de ce que vous dites, là, non? Ça vous convient? Tout ce qui va dans le sens d'une simplification et une baisse des prix de l'immobilier pour permettre d'offrir à nos concitoyens un logement abordable et en accord avec leurs revenus et leurs attentes va dans le bon sens. Mais parler de territorialisation de la politique du logement ou de décentralisation de politique du logement, encore faut-il vraiment savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, les collectivités ont déjà un certain nombre d'outils à leur disposition, que ce soit la délivrance des permis de construire, que ce soit bien sûr la réalisation des plans locaux d'urbanisme, que ce soit aussi la possibilité de faire des réserves foncières. Par contre, il est vrai que les collectivités ne maîtrisent pas des grandes variables économiques. Je pense au taux d'intérêt, je pense à la question des zonages, je pense aussi à toutes les aides budgétaires ou aux aides fiscales au niveau national, à la fiscalité et à l'attribution des logements sociaux. Véritablement, comment est-ce que demain on peut mettre en œuvre de nouvelles compétences en matière de décentralisation de la politique du logement? D'abord, savoir quel est l'échelon des collectivités qui peut être le plus efficace en matière de décentralisation des politiques du logement. Et pour moi, c'est pas de trouver... précisé pour l'instant par les pouvoirs publics dans cette proposition. Mais pour moi, c'est pas tellement l'échelon de la collectivité en tant que tel. C'est véritablement une question de cohérence, c'est une question de subsidiarité. Cohérence, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question où est-ce qu'on a le meilleur échelon pour que justement la collectivité auprès de laquelle l'État transférerait des compétences soit la plus efficace, mais surtout, quels moyens on va donner à cette collectivité, parce que le risque est grand quand même de voir l'État transférer de nouvelles compétences sans qu'il y ait les moyens financiers dévolus. On le voit à travers la décentralisation du FNAP. Quelque part, aujourd'hui, le FNAP, il a 1,2 milliard d'euros de dette et il n'y a plus de ressources. Donc ça serait véritablement extrêmement grave de continuer, par exemple, sur la déconcentration des crédits de l'ANA ou la déconcentration des crédits de l'ANRU, alors qu'on a des agences qui aujourd'hui sont quand même des agences qui sont performantes, qui sont spécialisées, mais s'il n'y a pas les moyens qui vont avec, je crains fort que les élus se retrouvent pris dans un véritable piège. Et très certainement, il faudra être extrêmement vigilant là-dessus. Et ça revient à savoir jusqu'à quand peut-on faire confiance à l'État en matière de décentralisation, et y compris de la décentralisation de la politique du logement. Je précise, ce projet de loi sur la décentralisation donc, est prévu pour le printemps 2024. Le ministre nous annonce maintenant une grande loi sur le logement à venir au printemps 2024. Loi sur le logement dans laquelle il serait question simplement sur un seul volet de la territorialisation et de la décentralisation de la politique du logement, mais de nouveau, on parlerait de bien d'autres thématiques, que ce soit le modèle du logement social, que ce soit la question de la fiscalité, la question du financement du logement. Donc,
une loi de nouveau un petit peu fourre-tout. Vous craignez que ça soit un peu trop, voilà, fourre-tout, on va voir, je crains que dans les délais impartis, je ne suis pas sûr qu'il sorte un véhicule législatif qui permette de nouveau d'en faire un petit peu l'alpha et l'oméga de la prochaine politique du logement dans notre pays. On parle là de la compétence d'une autorité organisatrice de l'habitat qui avait déjà été créée par la loi de 2022, la fameuse loi 3DS, mais avec des compétences qui iraient, on l'a dit, aux intercommunalités et pour les zones rurales au département. C'est bien ça, hein, la distinction, je crois, qui a été faite. Oui, alors dans la loi 3DS, c'est moi qui avais porté l'amendement c'était vous. Pour créer les autorités organisatrices de l'habitat. On savait que ça serait une coquille vide, en tout cas, sans véritablement de moyens financiers, mais pour autant, ça avait déjà le mérite d'exister. Alors effectivement, pour l'heure, seules peuvent donc devenir des autorités organisatrices de l'habitat, des AOH, des métropoles, qui se portent volontairement. Il y en a très peu, hein, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Les départements, je sais qu'ils sont assez volontaires en la matière, donc il faudra en repasser par la loi pour transférer aussi et faire des départements des autorités organisatrices de l'habitat. Mais là aussi, faire des AOH sans qu'il y ait des moyens financiers ou une ressource propre qui soit dévolue aux AOH, c'est aussi quelque part les laisser avec des compétences qui restent des compétences extrêmement modestes et modiques et de pas véritablement donner les moyens demain à ces intercommunalités, à ces métropoles, mais même aux départements, de disposer de moyens financiers, ne serait-ce que sur la question, par exemple, des zonages. Par exemple, vous aimeriez avoir quel type de garantie pour être sûr que cette décentralisation, je parle bien sûr pour le logement social, auprès des collectivités locales soit efficace? Vous parlez de moyens, mais on peut citer quelques illustrations? Je pense véritablement que la clé, c'est d'abord les moyens financiers et que les deux doivent être conjoints. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté forte de la part de l'État et qu'il y ait une force collective de la part des collectivités locales. Il est vrai que sur certains dossiers, il faut, et thématique, que l'État continue à être compétent en la matière. Je pense particulièrement à tout ce qui touche quand même de près ou de loin au régalien, par exemple l'hébergement d'urgence, par exemple le droit au logement opposable. Donc je crois qu'il faut trouver un compromis qui fasse qu'on donne plus de liberté aux collectivités locales, mais donner demain plus de liberté aux collectivités locales, ce n'est pas remettre en cause les priorités que les collectivités locales veulent développer en matière d'habitat et de logement sur leur propre territoire. Et si c'est pour demain faire des collectivités des opérateurs de l'État ou des filiales de l'État, parce que on voit bien quand même que l'État, malgré tout, vise à continuer à une recentralisation rampante. On l'a vu à travers la suppression de la fiscalité locale, la suppression de la taxe d'habitation, qui vise véritablement à recentraliser au niveau de l'État et à faire vivre les collectivités qu'à travers des dotations, des subventions, et donc à en faire demain des opérateurs de l'État, des filiales de l'État. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est pas aller dans le sens qui conviendrait aux collectivités locales pour véritablement se saisir de la décentralisation de la politique du logement. On voit bien vos craintes là. Est-ce que, en disant cela, vous pensez aussi qu'il y a quand même des différences entre territoires? C'est un vrai sujet, hein, on va en reparler pour de péréquation, bien entendu, venant des pouvoirs publics. Mais est-ce que vous, qui par exemple faites partie dans les Alpes-Maritimes d'une importante collectivité, et j'imagine que lorsque vous parliez des personnes qui pouvaient s'installer sur le territoire ou pas, vous faisiez allusion à votre région aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque là de ne pas faire la même chose sur tous les territoires en demandant plus de liberté? Alors, plus de liberté, au fond, l'État a pour mission de veiller à cela. Oui, alors c'est vrai, plus de liberté, on demande souvent, nous au Sénat, un assouplissement des mesures, mais je crois aujourd'hui qu'on a des exemples qui montrent que, pour autant, à travers des expérimentations, je pense au Pinel-Breton, je pense à l'encadrement des loyers, qui ne se fait pas partout sur le territoire national. Oui, par exemple. Je pense au loyer social unique à Rennes. Ces expérimentations, elles sont spécifiques à certains territoires et pourtant, elles n'ont pas conduit à une politique du logement à deux vitesses, me semble-t-il. Et je pense qu'il y a aussi d'importants garde-fous à travers, par exemple, la loi SRU. La loi SRU, elle est la même pour tous sur l'ensemble du territoire national, mais ce que nous avons voulu montrer
au Sénat à travers un rapport que j'avais fait avec ma collègue Valérie Létard sur les 20 ans de la loi SRU, ni un tabou, ni un totem. C'est pas pour remettre en cause la loi SRU, bien évidemment, mais c'est simplement pour dire qu'elle doit être adaptée en fonction des territoires, pour permettre ne serait-ce qu'une mutualisation entre les EPCI, pour qu'il y ait une certaine souplesse, oui, mais pas pour permettre à ce que les territoires puissent se dédouaner de leurs obligations quant aux 25% de logements sociaux. Mais bien évidemment, on ne construit pas de la même façon sur l'ensemble des territoires. L'ensemble des territoires ne dispose pas du foncier de la même façon. Donc il y a aussi des contraintes géographiques, des contraintes qui sont spécifiques à des territoires qui doivent permettre de prendre en compte ces différences territoriales sans remettre en cause les objectifs qui restent les mêmes pour tous au niveau national. Bien, nous avons évoqué bien sûr le congrès des maires de France. Je crois que c'est le plus grand congrès en France, hein, qui rassemble un très grand nombre de personnes. Juste pour mention, montrer à quel point il s'intéresse évidemment à ces questions-là parmi beaucoup d'autres. Les ateliers de jeudi, là, en regardant le programme de l'AMF cette semaine, c'est jusqu'à jeudi, je crois, il y a plusieurs ateliers qui concernent ces questions dont nous parlons, les nouveaux outils de la politique du logement, les maires au cœur des projets de renouvellement urbain, avec un retour sur 20 ans de transformation des quartiers pour améliorer la vie des habitants, ou le logement, les maires en première ligne face à la crise. On voit bien quand même leur inquiétude ou leur préoccupation à ce sujet. Oui, alors je dirais que c'est pas une préoccupation, ou en tout cas trois ateliers parmi beaucoup, enfin que j'ai pioché comme ça, mais c'est pas une préoccupation, c'est pas une priorité pour le gouvernement, en tout cas pour Emmanuel Macron depuis 2017, le logement. Malheureusement, on ne peut que le regretter. Par contre, c'est bien une préoccupation et ça fait bien partie des politiques prioritaires que développent les maires et les collectivités sur leur territoire. Parce que les maires, la première des choses à laquelle ils sont confrontés, c'est très souvent une personne qui vient les voir dans leur bureau pour leur parler de leurs préoccupations et de leurs difficultés à trouver un logement. Parce qu'aujourd'hui, le parcours résidentiel, il est complètement bloqué dans notre pays et que les maires en ont bien conscience. Donc les maires n'ont pas une volonté de ne pas construire, mais ils ont une volonté aussi de mieux accompagner leurs concitoyens sur tout le parcours du logement, sur tous les segments du marché de l'habitat, sauf que les efforts qu'ils font dans le domaine de la construction de logements sociaux et également de la rénovation des logements, ça aussi pèse lourdement dans leur budget. Et donc, il faut aussi prendre en compte ces difficultés, les efforts qu'ils font, alors que l'on a supprimé, par exemple, la taxe d'habitation, que l'on a coupé le lien civique entre l'administré et le maire, parce que le maire, lorsqu'il construit les logements, il doit aussi se soucier des équipements publics qui peuvent accueillir cette nouvelle population, des équipements, des aménagements de voirie, et tout cela a aussi un coût de plus en plus important dans les budgets municipaux. Alors justement, la fiscalité, c'est évidemment très important. L'inflation, comme on le sait, a été assez importante dans cette période, toute cette année 2023 que nous venons de passer. Pour le logement, comme pour le reste, faut-il justement augmenter les impôts? On voit que vous n'avez pas été d'accord avec la suppression de la taxe d'habitation. On peut peut-être prendre l'exemple des Alpes-Maritimes, ou plus largement, puisque vous connaissez bien la situation nationale. Quelle réponse feriez-vous? Comment se sortir de ce rattrapage de l'inflation? Alors, effectivement, je ne suis pas pour une augmentation des impôts, sauf qu'à un moment donné, il faut remettre à plat la fiscalité locale. Et nous plaidons au Sénat depuis plusieurs années pour dire qu'il faut qu'il y ait une réforme de la fiscalité locale. On a vu la suppression de la taxe d'habitation. On voit malheureusement avec aujourd'hui la crise du logement, les droits de mutation à titre onéreux qui diminuent de plus en plus et qui sont une ressource considérable pour les départements, donc qui eux aussi vont être confrontés à un certain nombre de difficultés financières. Mais on voit aussi beaucoup l'augmentation de la taxe foncière. Oui, mais alors c'est particulièrement injuste parce que finalement, le seul volet qu'il reste aux maires, effectivement, c'est celui de l'augmentation de la taxe foncière, mais ça veut dire que ce sont les seuls propriétaires qui continuent à être imposés, et parfois imposés très lourdement à travers l'augmentation de la taxe foncière. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer sur les mêmes bases que ce qui existait il y a quelques années en arrière et qu'il faut qu'on remette à plat
toute la réforme de la fiscalité locale, je pense que la plus grande des hypocrisies, ou en tout cas le courage aurait été de revoir complètement la réforme des valeurs locatives. Ces valeurs locatives, elles n'ont pas été revues depuis les années 1970. Aujourd'hui, elles ne correspondent plus du tout à la réalité que l'on vit directement d'un quartier à un autre. Et je pense que c'est une des solutions pour commencer à amorcer une réforme complète de la fiscalité locale et peut-être nationale sur ces questions-là. Bien, juste un tout petit retour en arrière par rapport à ce que demandent les maires, les collectivités locales. Quand l'office est départemental, comment les choses se passent-elles? Qui doit présider la commission d'attribution des logements? Est-ce que ça doit passer par la municipalité? Est-ce qu'il n'y a pas justement une trop grande emprise de la municipalité sur ces questions du logement social, questions ouvertes? Non, moi je pense que les choses sont relativement claires. Quand aujourd'hui c'est le maire qui doit être au cœur de l'attribution des logements sociaux, donc c'est la raison pour laquelle on a demandé à ce qu'il en soit le président. Lorsqu'il y a des conférences et des commissions intercommunales du logement, il n'y a pas de souci pour que ce soit les présidents des intercommunalités, le président de d'autant plus qu'elles sont de plus en plus chefs de file en matière de politique de l'habitat. Et quand ce sont des départements qui sont effectivement moins nombreux à avoir carrément la compétence logement, effectivement, pourquoi ne pas faire en sorte que ce soit le président du conseil départemental? Mais je souligne aussi que dans les commissions d'attribution sont convoqués à chaque fois, que ce soit au niveau de l'intercommunalité, au niveau du département, les communes sur lesquelles il va y avoir des attributions dans les logements qui sont donc mis à l'attribution. Donc les maires ou les communes sont toujours questionnés, sont toujours directement intéressés, mais véritablement c'est de faire en sorte que l'on retrouve la maîtrise du peuplement et que l'on soit au plus près des attentes et au plus près des attributions par rapport aux personnes qui sont amenées à pouvoir postuler pour l'attribution d'un logement social. Alors, venons-en à ce rapport important, évidemment, pour vous. Vous l'avez démarré, je crois, en tout cas, le travail d'enquête début janvier. Début janvier, 6 mois de commission d'enquête. Vous avez rencontré beaucoup de monde. Hein, j'ai un petit peu vu les chiffres et vous êtes également déplacé dans plusieurs départements. Y compris d'ailleurs à l'Union européenne. Les Alpes-Maritimes. Allé voir et aussi la Commission européenne. La Commission européenne, voilà. Et nous sommes allés aussi dans le département de l'Isère. Et dans plusieurs départements, c'est ça. Vous avez travaillé avec votre collègue Guillaume Gontard sur ce rapport, donc sur, je cite, l'efficacité des rénovations thermiques. Donc, on rappelle quand même l'objectif du gouvernement, atteindre la neutralité carbone en 2050, en éliminant donc la précarité énergétique. Et pour cela, la France s'est donné un objectif assez ambitieux, 370 000 logements par an d'ici 2030. Vous me corrigez, c'est ça? Non, c'est ça. Et 700 000 au-delà. Mais pour vous, du moins, elle vous semble un peu loin de cet objectif, puisque on a eu, je crois, même pas 100 000 rénovations en 2022, donc vous vous demandez un peu comment elle va y arriver, alors que pourtant elle dispose de pas mal d'argent, plus de 8 milliards d'euros par an pour cette rénovation énergétique. Donc voilà, je résume un peu brièvement les attendus, d'où vous êtes partis. Et pourquoi d'ailleurs pensez-vous qu'on ne va pas y arriver? Car il semble que c'est quand même par-ci mal engagé. Et je rappelle la notation qui va de A, B, C, D, F, G. Les F et les G, qui sont donc tout en bas de l'échelle, ne sont pas les plus nombreux, Madame Estrosi-Sassone. Alors, ils ne sont pas les plus nombreux, mais sur 31 millions de logements que nous comptons dans notre pays, les F et G, ça représente environ 5,1 millions. Sauf que le calendrier est très contraint. Très vite va arriver la date de 2025 pour les logements qui sont étiquetés ça fait plus de 15%, G, oui. Et très vite va arriver la date de 2028 pour les logements étiquetés F. Donc nous sommes partis du postulat où on n'a pas voulu tout de nouveau remettre en question un calendrier qui avait été voté dans le cadre de la loi climat et résilience. Sauf qu'on a fait le constat que vous venez de faire, c'est-à-dire que effectivement la France se fixe des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, mais qui restent des objectifs
incantatoire, voire déclaratoire, et que l'on n'arrive jamais à atteindre. Donc on a essayé de faire en sorte que dans l'ensemble des propositions que nous avons faites, de faire des propositions qui soient pragmatiques, qui soient concrètes, et qui soient bien à l'écoute à la fois des professionnels, à la fois des collectivités, mais aussi de nos concitoyens, parce que ce sont eux qui doivent être embarqués dans le parcours d'une rénovation globale performante. Et parfois en quittant leur logement et parfois en y restant. Il y a des expériences assez intéressantes, oui. Mais c'est pas facile que de se lancer dans un parcours de rénovation globale performante lorsqu'on l'a fait en site occupé. Ouais. C'est extrêmement intrusif et c'est donc vraiment une volonté qui est portée, mais une volonté qui doit être portée pour que l'on puisse aussi faire en sorte que, en se disant, ça va coûter de l'argent. Ça va nous coûter de l'argent et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le reste à charge soit le plus modique possible. Moi, j'ai pas voulu plaider pour un reste à charge zéro parce que je considère véritablement que nous devons continuer à faire en sorte que nos concitoyens, pour qu'ils se sentent embarqués, il faut qu'ils aient quand même un minimum aussi à payer de leur poche, sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que ce sont les ménages les plus modestes, voire très modestes, qui vivent dans les passoires thermiques. Et que souvent, une rénovation globale performante, c'est à minima la moitié de leurs revenus sur une année, voire une année complète de revenus. Et que si nous n'accélérons pas les rénovations énergétiques globales performantes, on n'atteindra jamais les chiffres que vous venez de citer. Donc il faut trouver des solutions qui permettent véritablement d'aller vers une accélération de ces rénovations, c'est-à-dire une stratégie qui soit claire, qui soit ambitieuse et qui soit solidaire. Car l'argent est là, je le répète, ces 8 milliards d'euros vous paraissent suffisants. Je dirais qu'ils ne sont pas suffisants à la hauteur de pouvoir conduire aujourd'hui 370 000 rénovations globales performantes d'ici 2030 et 700 000 d'ici 2050. Parce qu'on voit encore trop qu'il s'agit que de rénovation énergétique par geste. Alors, ce n'est pas de mon intention de dire qu'il ne faut plus faire de la rénovation énergétique par geste, parce qu'elle a au moins le mérite d'être le début d'une rénovation énergétique, mais il faut au moins que ces rénovations efficaces se passent par exemple en 2 ou 3 étapes maximum et sur une durée qui va au maximum sur 5 ans, mais ce qui va véritablement permettre d'arriver à la fois à une réduction des gaz à effet de serre, c'est donc à une décarbonation, mais aussi à une sobriété énergétique, donc à des économies d'énergie, eh bien, c'est uniquement la rénovation globale performante qui permet de mener les deux de front. MaPrimeRénov' est un succès, sauf que l'essentiel des aides MaPrimeRénov' vont encore malheureusement uniquement vers le changement du mode de chauffage. Or, si on ne fait pas de l'isolation d'abord et ensuite effectivement le changement du mode de chauffage, on n'obtiendra pas des gains significatifs en matière d'économie d'énergie et en matière de réduction de gaz à effet de serre. Oui, il y a 4 objectifs qui sont identifiés clairement. Vous venez de parler du premier, atteindre cette fameuse neutralité carbone 2050. On voit que vous avez quelques doutes pour le moins. Les autres, limiter l'artificialisation, vous l'avez mentionné, je voudrais qu'on le développe un tout petit peu plus. Et puis également, vous êtes pour une filière industrielle, ça c'est déjà plus nouveau, enfin plus nouveau. On sait que beaucoup trop aujourd'hui des méthodes employées, des instruments, par exemple les pompes à chaleur, c'est l'exemple que vous prenez dans le rapport, ne sont pas fabriqués en France, mais sont importés. Donc ça vous paraît évidemment un petit peu aberrant. Pourquoi ne pas rentrer dans une filière d'excellence? Facile à dire, encore faut-il y arriver. Juste un mot sur l'artificialisation, c'est très important, c'est un enjeu évidemment urbain, mais social, et puis ça touche au patrimoine, c'est pas simple là non plus. Oui, c'est vrai que et beaucoup de maires d'ailleurs sont un peu effrayés par cette les enjeux de rénovation. Dans les enjeux de rénovation, il y a forcément la lutte contre l'artificialisation des sols, parce que c'est un enjeu, vous l'avez dit, urbain, paysager et patrimonial. Le zéro artificialisation nette, c'est pas le fait de dire qu'il ne faut
pas effectivement limiter l'artificialisation des sols, mais c'est toujours pareil. C'est comment est-ce qu'on s'y prend pour, à travers les objectifs de zéro artificialisation des sols, on continue à construire des logements et en même temps à les rénover de façon globale et performante au niveau énergétique. Et là, c'est vrai que très souvent, on est pris quelque part dans des injonctions contradictoires qui peuvent amener à un découragement ou en tout cas au fait d'un certain immobilisme. On voit que la reconstruction de la ville sur la ville, c'est pas aussi simple que ça à faire et qu'il faut continuer pour autant à faire en sorte que nous consommions moins de foncier, moins d'espace, mais que nous puissions continuer à construire et à rénover de façon efficace les logements qui sont déjà existants, parce qu'on a fait le calcul que la plupart des logements qui devront être à la stratégie nationale bas carbone en 2050 sont déjà des logements qui ont été construits, qui sont déjà des logements présents sur notre territoire. Oui, c'est ça, je crois près de 80%, hein, dans une très grosse part. Sur la filière industrielle, plus facile à dire qu'à faire, comment y parvenir? Est-ce qu'il faut mettre là encore davantage de recherche-développement peut-être, enfin donc davantage de moyens là encore? Alors nous on a fait un constat où on a calculé dans notre rapport d'enquête qu'on avait besoin environ 200 000 professionnels dans le domaine de la rénovation énergétique, depuis l'ouvrier jusqu'à l'architecte. Et le rapport de la Cour des comptes va même au-delà des 200 000 que nous avons donc cités dans notre rapport. Donc on voit bien que c'est véritablement un enjeu. Et c'est un enjeu pour toute la filière économique. Alors vous l'avez cité, bien évidemment, il faut produire, je dirais, français ou à tout le moins européen. Donc c'est un défi qui est lancé sur la production des pompes à chaleur qui pour la plupart aujourd'hui continuent à venir de Chine. La production aussi des isolants. C'est pour ça que nous préconisons aussi dans notre rapport d'enquête les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés, parce que ce sont des matériaux qui sont produits localement dans un certain nombre de nos territoires et qui peuvent être effectivement de nature à pouvoir mieux structurer cette filière industrielle. Donc c'est extrêmement important, si l'on veut être au rendez-vous, de continuer à développer et à structurer la filière industrielle, mais cela passe aussi par faire en sorte qu'il y ait des artisans qui soient qualifiés. Et là se pose la question du label RGE, reconnu garantie environnement, parce qu'aujourd'hui, ce label, pour y avoir droit, on sait que pour avoir droit aux aides à la rénovation énergétique, il faut faire appel à des artisans qui sont labellisés RGE. Or, on a constaté que bon nombre d'artisans ne font pas forcément les démarches pour être labellisés RGE, parce qu'ils considèrent ces démarches comme étant beaucoup trop complexes. Et on voit aussi que le label RGE n'est pas forcément considéré comme étant protecteur pour le particulier qui va faire appel à une entreprise labellisée RGE pour conduire des travaux de rénovation énergétique. C'est la raison pour laquelle, dans notre rapport, on préconise là aussi de simplifier les choses et de dire que le label RGE, il peut être attribué sur chantier, mais aussi on fait une proposition qui, à mon sens, mérite d'être examinée, c'est-à-dire que l'on puisse faire un contrôle a posteriori sur le chantier, comme on fait un contrôle aujourd'hui, vous savez, pour les travaux de sécurité en matière d'électricité. Donc il y a un label, le label Consuel, qui est fait a posteriori sur le chantier, ou pour la sécurité en matière de gaz, le label Caligaz. Et c'est important, on pourrait fonctionner de la même façon, alors qu'il y a moins de contraintes en matière de sécurité sur les travaux de rénovation énergétique qu'il y en a sur les travaux de remise aux normes électriques, par exemple. Mais vous savez quand même, je sais que vous le savez, que le logement social est souvent considéré comme une sorte de laboratoire aussi sur toutes ces innovations dont vous parlez, en l'occurrence d'employer davantage, enfin de favoriser des métiers dédiés, etc. Il y a une distinction à faire quand même avec le logement privé, entre le logement privé et le logement social sur ces sujets. On n'est pas les plus mauvais dans le logement social en termes de réhabilitation, de rénovation.
dans bien des domaines. Et le logement social est à l'avant-garde. On l'a vu ne serait-ce que dans les constructions neuves. On a vu au moment de la crise de 2008, quand les promoteurs ont vendu beaucoup de logements à des organismes de logements sociaux, eh bien, il a fallu qu'ils remontent un petit peu leur niveau de prestation, parce que justement, le logement social était beaucoup plus exigeant, ne serait-ce qu'en termes de prestations de qualité ou de normes environnementales. Là encore, on en a entendu parler au Congrès, d'ailleurs, il y a pas mal d'expériences qui sont dans la rénovation énergétique, c'est la même chose. Je disais que aujourd'hui, le logement social et les acteurs, les bailleurs sociaux, sont prêts à agir. Ils savent comment faire. Ils savent techniquement. Ils ont aussi un parc de logements locatifs sociaux qui est moins vétuste, moins énergivore que le parc de logement privé. Donc c'est aussi en s'appuyant sur les bailleurs sociaux que l'on va pouvoir déjà considérablement accélérer la rénovation énergétique et thermique du parc locatif social. Et puis, je le disais aussi, le logement social peut être précurseur en matière de faire appel aux réseaux de chaleur renouvelables, de faire appel aussi à un certain nombre de la géothermie que l'on développe beaucoup au niveau du parc locatif social. C'est la raison pour laquelle on préconise dans notre rapport que le fonds chaleur de l'ADEME soit doublé. Alors on a vu apparaître dans le PLF le gouvernement qui propose le fonds chaleur de le monter à 64%. Sachez qu'au Sénat, on présentera un amendement pour que le fonds chaleur de l'ADEME soit augmenté à hauteur de 100%. Je pense qu'il sera voté au Sénat. On verra ensuite comment, dans le cheminement du PLF, ça pourra être ou non retenu dans le cadre du projet de loi de finances qui deviendra loi de finances pour l'année 2024. Bien, nous arrivons déjà au terme de notre entretien, Dominique Estrosi-Sassone. J'aimerais vous entendre sur une toute dernière annonce de la Première ministre, récente d'ailleurs. Et c'est un sujet qu'évidemment vous connaissez bien. J'ai parlé de votre expérience dans votre mairie de Nice. Ne plus loger les plus précaires dans les quartiers pauvres, nous dit la Première ministre. C'est un de ses souhaits en tout cas. Et pour elle, il s'agirait, enfin si on le fait, c'est une mesure de mixité sociale à l'envers. Vous avez beaucoup à dire sur cette mixité sociale qui, au fond, n'a jamais été tout à fait réussie. Oui, alors j'ai moi-même porté dans la loi 3DS un amendement qui a été voté, qui était un amendement sur les résidences à enjeu de mixité sociale, pour faire en sorte que dans des résidences qui sont en difficulté ou qui sont en passe de devenir extrêmement fragiles, effectivement, que l'on puisse ne pas rajouter de la pauvreté à la pauvreté et ne pas proposer un logement à des familles qui seraient en difficulté. Sauf que cet amendement, il a été voté dans la loi 3DS et que pour l'instant, on attend toujours les décrets d'application qui ne sont toujours pas sortis. Et puis, on avait voulu aussi, alors je sais que ça fait débat, y compris dans le monde du logement social, à ce qu'il y ait un plafonnement du taux des logements très sociaux. Mais pour autant, on voit bien, et on le voit à travers la mise en œuvre de la loi SRU, c'est que si la loi SRU, elle a permis, et c'est tant mieux, d'augmenter le nombre de logements sociaux à l'échelle de tout le territoire, elle n'a pas forcément permis de mieux accompagner, de faire en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale. Donc c'est un véritable enjeu qui se pose à nous tous. Mais qui recoupe peut-être davantage que le logement, que le seul logement. Bien sûr, on peut déjà agir, sauf que l'on voit aujourd'hui quelque part qu'il y a une certaine hypocrisie ou que l'on continue par solution de facilité à dire finalement on va continuer à mettre les populations les plus en difficulté dans les quartiers qui sont des quartiers prioritaires parce que on craint qu'il y ait une certaine stigmatisation ou on craint demain qu'on se lie les mains à travers et pourtant arriver à se dire que on peut essayer de faire en sorte que l'on puisse amener des populations qui soient plus en situation de fragilité dans des quartiers où il y a moins de précarité, sauf que ça doit se conduire, si vous me permettez l'expression, à travers presque du cousu humain. Et on voit que même dans les quartiers en rue où on a voulu développer une offre à destination des plus fragiles
hors QPV, ça n'a pas forcément donné tous les effets escomptés. Tout simplement parce que je crois que le logement n'est pas le seul vecteur de mixité sociale. Je crois que d'abord et avant tout, il y a peut-être l'école, à travers, on le voit, les réussites en travers le zonage, à travers les quartiers, en travers les zones de réseau éducation prioritaire. Il y a aussi peut-être demain comment faire en sorte que, comme on a fait disparaître le service national, peut-être reparler du SNU, du service national universel, pour que l'on fasse que l'ensemble de nos concitoyens se trouvent à travers une communauté de destin, à travers une éducation à la citoyenneté. Et c'est véritablement, le logement est un des vecteurs qui peut conduire à plus de mixité sociale, mais c'est certainement pas le seul. Et à mon sens, d'abord et avant tout, l'école, peut-être aussi les clubs sportifs qui sont là aussi pour faire du brassage entre les populations, et puis l'éducation à la citoyenneté qui embarque tout le monde vers une communauté de destin. Comme vous l'avez dit, pour la rénovation, au fond, il faut une action globale et il faut laisser l'initiative aux maires, si je conclus, ou en tout cas... En tout cas, les maires ont un rôle à jouer, bien évidemment. Localement, bien évidemment. Merci infiniment, Madame la sénatrice présidente, je le rappelle, de la Commission des affaires économiques du Sénat, et longue vie à votre rapport. Merci beaucoup de votre une belle accueil entre et de ces échanges. Sénat. Merci encore.